Bienvenue à tous. J'ai grand plaisir à introduire cette journée au nom de notre présidente Laurence Angel et au nom de la Bibliothèque nationale de France, et à vous accueillir donc dans cet auditorium de la BNF. Alors je dois dire qu'on a beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui du public, puis ça ne fait que quelques jours que nous avons eu l'opportunité de rouvrir, et c'est très enthousiasmant d'avoir à nouveau de l'auditoire. Nous sommes restés ouverts pendant cette pandémie, mais c'est vrai que c'est autre chose de pouvoir accueillir du public, d'avoir des échanges qui soient sur place et également à distance. Donc bienvenue à vous tous, bienvenue aux intervenants et bienvenue également à ceux qui nous suivent à distance puisque cette journée est retransmise. Cette journée d'études est co-organisée par l'UNESCO, le Centre de recherche en éducation de l'Université de Nantes et la BNF. Cette journée est consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants, à ces enjeux et aux expériences qui sont menées dans différents environnements, dans différents établissements. Cette journée devait avoir lieu initialement en 2020. Elle a été reportée du fait de la crise sanitaire, comme beaucoup d'autres événements. Mais ce report me donne l'occasion et le plaisir de confirmer le renouvellement de la convention de partenariat que nous avons avec l'UNESCO et avec le CREN depuis 4 années, qui ont donné lieu à différents échanges, à différents travaux, l'accueil de classes dans les emprises de la bibliothèque ces dernières années, des moments de réflexion davantage théoriques dans les locaux de la BNF autour de cette grande question centrale de la pratique de la philosophie. Peut-on philosopher avec des enfants ? Alors, la BNF est une institution patrimoniale vieille de plusieurs siècles. Elle est l'héritière surtout de la pensée de plusieurs millénaires. C'est un lieu de conservation, un lieu privilégié de conservation, un lieu privilégié de transmission. Chacun est libre de la fréquenter, de consulter nos collections et de partager les connaissances, les interrogations de nos prédécesseurs, les plus savants, les plus illustres, également certaines personnes moins connues. Tout cela constitue un matériau qui est susceptible de nourrir notre pensée, de permettre un dialogue argumenté, respectueux, des idées et des échanges culturels. Ce fait peut paraître assez banal, mais il me semble important de le rappeler à un moment où notre société est traversée par des courants antagonistes, beaucoup de violence, et de ce point de vue, la bibliothèque demeure un lieu privilégié de mise en perspective, de réflexion sur le temps long, et nous sommes fiers de pouvoir continuer à avoir ce rôle, et nous entendons bien entendu le poursuivre de toutes les façons possibles. Alors, que pensent les philosophes de l'enfance ? Je dois avouer que c'est moi-même qui ne suis pas philosophe, c'est une question qui était évidemment intéressante, et en faisant quelques recherches pour préparer cette introduction, j'ai rassemblé quelques souvenirs, j'ai fait quelques recherches, et il m'a semblé intéressant de faire référence à deux de nos plus grands philosophes qui, me semble-t-il, ont des perceptions qui peuvent paraître assez opposées, au moins au premier abord. Je voudrais d'abord citer Descartes. Pour Descartes, le premier obstacle à la vérité, ce sont nos préjugés. Il nous donne l'illusion de savoir et il convient de les dépasser. Alors, pourquoi ces préjugés sont-ils si puissants ? Pourquoi est-il si difficile de s'en défaire ? Eh bien, Descartes nous dit « parce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes », dans une formule célèbre du discours de la méthode. Et donc, pour Descartes, l'entrée en philosophie, c'est finalement quitter l'enfance, s'en évader, passer à un autre stade. À l'inverse, pour Nietzsche, 3 métamorphoses nous enseignent la condition humaine dans l'un des tout premiers passages d'Ainsi parlait Zarathustra. Ces 3 métamorphoses sont la métamorphose du chameau, celle du lion et celle de l'enfant. Alors le chameau, lui, il accepte avec résignation son devoir, sa condition. Le lion, lui, essaie de se défaire de sa condition en luttant, mais il n'a pas les moyens de son ambition et finalement il ne va pas réussir à se défaire de tout ce qui l'entoure, de toutes les difficultés qui sont autour de lui. Et finalement, celui qui a la solution, c'est la 3e métamorphose, c'est l'enfant
par son innocence, par le jeu de sa propre volonté, par son regard neuf sur le monde, il va parvenir à pouvoir le recréer. Donc je trouve ces deux visions, en apparence contradictoires, mais qui en fait sont complémentaires, sont intéressantes parce que on voit bien qu'il y a une dialectique. Dans un cas, il s'agit de quitter l'enfance, et dans l'autre cas, il s'agit d'y revenir. Et dans tous les cas, on voit que la philosophie arrive aussi à se définir en se positionnant par rapport à l'enfance. Alors notre journée sera consacrée à 3 temps. Une première partie ce matin, une table ronde donc, de la matinée où interviendront des universitaires spécialistes de la philosophie de l'éducation, Alain-Patrick Olivier, Jean-François Goubet, François Galichet et Edwige Schirrouter. Cette table ronde sera consacrée aux enjeux et à la finalité de la philosophie avec les enfants. Puis cet après-midi, dans un deuxième temps, nous allons passer aux expériences pratiques, aux expériences qui ont pu être conduites avec des enfants de différents âges, dans différents environnements, des environnements parfois difficiles, puisque nous évoquerons le milieu carcéral, avec des adolescents privés de liberté. Comment faire vivre en acte la philosophie? Le troisième temps de notre journée sera, nous aurons le plaisir d'accueillir le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa, professeur à l'université d'Iéna, qui prononcera une conférence intitulée « La philosophie est une forme enfantine de relation au monde », qui essaiera donc de faire un peu une synthèse des débats qui auront eu lieu tout au long de la matinée. Et je précise également que Hartmut Rosa nous a fait également la gentillesse d'accepter une séance de dédicace qui aura lieu tout à côté de ce petit auditorium dans le foyer, donc tout à la fin de l'après-midi à partir de 17h30. Je voudrais pour conclure remercier très chaleureusement donc, les différents organisateurs de cette journée, nos partenaires de l'UNESCO représentés ici par John Crowley et Edwige Schirrouter qui représentent à la fois la chaire philosophie avec les enfants, mais aussi le centre de recherche en éducation de l'Université de Nantes, notre autre partenaire important de cette journée. Je voudrais également remercier tout spécialement mes collègues du service philosophie et religion de la BNF, Sylvie Colombani et Éric Mougenot qui sont présents parmi nous, et également Lucie Maillan, la chef du service, qui nous suit à distance. Enseignants, chercheurs, éducateurs, parents, donc cette journée s'adresse à tous ceux qui ont l'ambition de développer auprès des enfants l'idéal de la philosophie, à l'école d'abord, pendant tout le parcours éducatif, et puis plus tard, tout au long de la vie, et notamment dans la cité. Alors que vous soyez dans la salle ou bien que vous soyez à distance, n'hésitez pas à intervenir au cours de cette journée en posant des questions, en faisant des remarques. Cette journée est aussi la vôtre et je souhaite à tous de très bons travaux et je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Plazanet, de votre accueil. Merci, Edwige, de l'invitation à m'exprimer devant vous. Pour moi aussi, c'est, je crois, la première fois depuis plus d'1 an que je m'exprime devant un public vivant. J'essaie de me rappeler s'il y avait en réalité quelque chose d'autre, mais non, c'est la première fois. C'est vrai que ça fait bizarre et que ça fait du bien. Et ça me fait penser, comme certains d'entre vous peut-être, si on a le droit d'avouer les plaisirs coupables, j'ai regardé le premier match de l'Euro 2020 avec ma machine à remonter le temps hier soir à la télé. Et le journaliste sportif, ils ne disent pas que des bêtises loin de là, a dit, et c'est une phrase qui m'a frappé, « Même les sifflets, ça fait du bien ». À un moment, les supporters turcs sifflaient les Italiens qui, malheureusement pour les Turcs, ont dominé le match, comme vous savez. Même les sifflets font du bien. Peut-être, parce qu'on n'est pas dans le même contexte quand même. Mais c'est un rappel du fait que l'interaction en live a des vertus que la médiatisation par les écrans gomme parfois, même si elle a beaucoup de vertus, y compris en permettant à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour quelque raison que ce soit, d'assister à des choses qui parfois étaient réservées à des initiés. Ça, nous l'avons beaucoup vécu à l'UNESCO depuis 1 an. C'est un plaisir supplémentaire de m'exprimer à ce moment,
le 12 juin, puisque comme certains d'entre vous le savent, mais probablement pas tous, puisqu'après tout, ma biographie personnelle n'a pas de raison de vous préoccuper, je m'exprime ici au titre de fonction que je vais très bientôt quitter. Et c'est donc l'occasion de faire un tout petit retour, peut-être, sur ce qu'aura été, depuis une dizaine d'années, depuis 8 ans que je m'en occupe personnellement, la philosophie avec les enfants pour l'UNESCO. C'est une histoire qui commence avec un rapport que sans doute vous connaissez très bien, qui est le rapport « La philosophie, une école de la liberté », qui était issu dans les années 2005-2006 d'un grand processus de concertation qui avait impliqué des communautés professionnelles et au-delà, un peu partout dans le monde, et qui avait abouti à un ensemble de préconisations sur l'enseignement de la philosophie qui représentait la vision émergente alors d'une réflexion sur, pour aller vite, la nécessité que la philosophie ne soit pas confinée dans la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie comme forme de rapport au monde, comme manière de réfléchir, comme type d'expérience pédagogique et comme forme du débat public ne soit pas confinée dans des frontières académiques posées par l'histoire institutionnelle des universités et des institutions de recherche, plutôt que par la logique interne de la philosophie ou les besoins de ceux qui la pratiquent ou bénéficient des travaux de ces praticiens. Et à l'époque, il y avait finalement 3 horizons. L'horizon que dans l'enseignement supérieur, la philosophie soit davantage proposée aux non-spécialistes. On a besoin d'ingénieurs philosophes, d'architectes philosophes, de dentistes philosophes, et on a besoin peut-être aussi à d'autres niveaux de mécaniciens et de techniciens médicaux philosophes. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu quelques évolutions sur ce point, avec par exemple la récente réforme de l'entrée dans les études médicales, qui est censé, en tout cas en théorie, primer davantage dans les processus de sélection post-bac en France, les sciences humaines. Je ne sais pas, on fera le bilan quand l'actuel processus Parcoursup sera terminé, on fera le bilan du degré auquel ça s'est effectivement matérialisé. Le deuxième horizon était, s'agissant des études secondaires, l'élargissement de l'enseignement de la philosophie au-delà des pays où il était traditionnel qu'il joue un rôle important dans les dernières classes du lycée ou de son équivalent. Et puis le troisième horizon, c'était précisément l'élargissement de l'enseignement de la philosophie vers les enfants beaucoup plus jeunes que ceux qui étaient traditionnellement exposés à celle-ci. Et finalement, si je regarde ces 3 horizons de développement, c'est le troisième qui a le mieux réussi. Je ne suis pas sûr qu'on ait, de quelque manière que ce soit, ni par les efforts de l'UNESCO, ni par d'autres initiatives dans lesquelles l'UNESCO ne serait pas partie prenante, vraiment réussi à ancrer l'idée d'un savoir transdisciplinaire dans l'enseignement supérieur. Au contraire, pour autant qu'il y ait des tendances depuis 10-15 ans, c'est plutôt l'inverse. Plutôt une tendance à la technicisation de ce qui était déjà technique et à un rejet croissant de la supposée inutilité ou du luxe économique que représenteraient les sciences humaines dans leur généralité, la philosophie, mais tout autant, bien sûr, des domaines comme les langues anciennes ou les disciplines, disons, artistiques à l'interface entre la dimension critique et la dimension créative de celle-ci. Pour ce qui est de l'élargissement de l'enseignement de la philosophie dans l'enseignement secondaire, je ne crois pas qu'on ait sensiblement progressé au-delà de ces chasses gardées, dont la France est exemplaire, où l'inscription de la philosophie dans la formation du lycéen est une évidence, même si parfois il y a des questions qui se posent et des mouvements à la fois de remise en cause et de résistance qui se font jour. En revanche, sur l'enseignement de la philosophie avec les enfants, je trouve qu'on a vraiment progressé, notamment, bien sûr, par vous, les praticiens, et par la création de la chaire UNESCO dont Edwige est la titulaire depuis 2016, qui marque à la fois pour l'UNESCO elle-même, mais aussi bien au-delà, bien sûr, pour tous ceux qui s'intéressent à la question, une forme d'investissement institutionnel, une forme d'affirmation de principe, selon laquelle non seulement il est souhaitable qu'on permette aux enfants, y compris dès le plus jeune âge, d'être initiés à la philosophie, mais qu'en plus c'est possible en pratique et ça produit des résultats positifs dont on peut démontrer la réalité.
Et ça m'amène au deuxième point que je voudrais évoquer devant vous, à titre, c'est pas un testament, hein, il ne faut pas être pompeux, mais quand même, c'est un regard rétrospectif désormais sur un certain nombre d'années de pratiques bureaucratiques autant qu'intellectuelles de ce champ, en tant que responsable des programmes de l'UNESCO, sur la question de l'utilité de la philosophie. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur d'un certain nombre de réflexions actuelles dont vous devez être conscient, je crois, et auxquelles je vous invite à réfléchir. L'UNESCO, en effet, par coïncidence, est en phase stratégique. Il y a une stratégie à moyen terme de l'UNESCO qui dure 8 ans, qui a couru, ou qui aura couru de 2014 à 2021. Et donc, il y a une nouvelle stratégie à moyen terme. La stratégie est finie, vive la stratégie, qui commencera le 1er janvier 2022 pour 8 années supplémentaires qui nous conduisent jusqu'en 2029, c'est-à-dire un horizon institutionnel lointain, bien au-delà de la continuité des choses. C'est une manière de se projeter, c'est à ça que servent les stratégies, dans un avenir qui n'est pas dicté par la simple continuité des affaires en cours. Et dans cette discussion stratégique, nous l'avons vu notamment à l'occasion d'un événement majeur organisé au mois de mai par l'UNESCO avec le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, qui s'appelait la Conférence européenne des humanités, qui s'est tenue au Portugal virtuel, selon les modalités d'aujourd'hui, avec le soutien notamment du gouvernement du Portugal, qui a inscrit cet événement, c'est intéressant, dans le programme de sa présidence du Conseil européen. Non pas, bien sûr, pour lui donner une place majeure dans cette présidence, mais tout de même, c'est pas mal de voir que la question des humanités ait pu être reconnue par la présidence en exercice du Conseil européen comme un aspect parmi d'autres de son engagement, est apparu très clairement, y compris de la part du management de l'UNESCO impliqué dans ces dossiers, la question: comment rendre utiles les humanités, les sciences humaines, dont, bien sûr, la philosophie? Comment saurait-on si la philosophie est utile? Quelles sont les métriques du succès, les indicateurs de performance par lesquels on saurait que ça sert à quelque chose? Et de ce point de vue-là, la question qui est posée aujourd'hui dans le titre de cette journée, à savoir la philosophie avec les enfants, enjeux politiques, enjeux pour l'émancipation, invite vraiment à réfléchir à deux questions finalement très simples. Ou plutôt deux questions faussement simples qui sont en réalité très complexes et qui vont vous occuper toute la journée. La première, c'est de savoir c'est quoi l'émancipation, à quoi ça sert. Monsieur Plazanet a fait référence à quelques-uns des sujets que ça pose, le sujet de l'émancipation de la personne par rapport aux déterminations qui l'empêchent d'accéder au statut de personne, mais aussi, bien sûr, l'émancipation par rapport aux mécanismes de domination qui, sans forcément l'empêcher d'accéder au statut de personne, peuvent l'empêcher d'accéder au statut de citoyen égal avec d'autres citoyens. Et peut-être y a-t-il d'autres dimensions d'émancipation qui méritent réflexion, dans notamment notre rapport aux non-humains avec qui nous cohabitons et avec lesquels nous avons un certain nombre de présupposés dont il faut peut-être se départir pour habiter la Terre, cohabiter avec ces entités-là, naturelles ou d'ailleurs techniques, sur une base qui soit plus émancipatrice que la simple reproduction de formes, sinon exactement de domination, du moins de négligence éthique à leur égard. Si tout ceci est important, est-on capable, sans trahir la réalité de ce dont on parle, de montrer en quoi c'est important du point de vue de ce langage de l'utilité, de l'impact qui prévaut dans les discussions sur la planification de la recherche et bien sûr les discussions dans des institutions comme l'UNESCO sur la manière d'allouer des ressources rares à des programmes qui sont nécessairement en concurrence entre eux pour attirer et utiliser les dites ressources. La question n'est pas évidente et je pense que beaucoup d'entre vous auraient le réflexe, que franchement j'ai souvent moi aussi, de considérer que réduire une question comme l'émancipation à la question de son utilité, c'est peut-être profondément la dénaturer. En même temps, on l'a vu aussi dans l'ensemble des débats que nous avons eus dans la Conférence européenne des humanités et au sein de l'UNESCO, si on refuse de répondre à la question de l'utilité,
on est considéré, c'est logique, hein, puisque le temps va vite dans ces discussions-là, comme embrassant et chérissant l'idée d'une inutilité salutaire de la philosophie, ou des langues anciennes d'ailleurs, ou d'autres disciplines des humanités, ce qui est souvent fait par ceux qui cherchent à les défendre, mais ce qui a pour effet pervers, évidemment, dans la réalité bureaucratique des choses, de conduire à leur marginalisation. Il me semble que réfléchir sur ce dilemme, qui est que accepter le langage de l'utilité, c'est se trahir, et refuser d'embrasser le langage de l'utilité, c'est se marginaliser, c'est probablement l'un des défis, et là c'est 15 ans d'expérience de la bureaucratie intellectuelle, culturelle et scientifique internationale qui parle, c'est peut-être l'un des défis auxquels vous avez à réfléchir. Et l'une des manières peut-être d'en sortir, c'est la deuxième partie du propos, c'est comment saurait-on qu'effectivement ça marche? Et de ce point de vue-là, on admet une certaine logique de l'utilité et de l'impact, qui est la capacité de montrer qu'en faisant quelque chose qui était bonne à faire, on a produit des résultats qu'on peut montrer du doigt et qui justifient a posteriori le fait d'y avoir investi, et donc justifie le fait de continuer à y investir par la suite. En même temps, cette réflexion sur comment le saurait-on permet de déstabiliser, de brouiller un petit peu, de remettre en cause la manière habituelle par laquelle on pense ces questions de résultats et d'impact. C'est donc l'espace, une sorte de zone grise, ou une zone aux frontières incertaines en tout cas, où on peut peut-être faire cohabiter en tension, en dialogue difficile mais utile, le discours de l'impact et le discours de la valeur intrinsèque d'une démarche. En effet, si la recherche de l'émancipation était incapable de montrer qu'effectivement l'émancipation est produite quand le travail est bien fait et les conditions sont bonnes, alors c'est la recherche de l'émancipation qui est vaine. On ne peut pas dire nous travaillons pour l'émancipation, mais nous sommes totalement incapables, et d'ailleurs c'est presque grossier de nous demander de montrer qu'effectivement nous émancipons. Et à partir de là s'ouvre peut-être l'espace sur lequel je serais très heureux, bien sûr, de vous écouter, vous qui êtes praticien, que je ne suis pas, de ces questions-là, la capacité de montrer la différence. Et je sais, par mes échanges avec Edwige au fil des ans, à quel point on peut montrer cela, et à quel point, d'ailleurs, il existe une littérature, peut-être trop confinée dans des cercles spécialisés encore aujourd'hui, qui montre que ça marche, que ça transforme le rapport des enfants à la pédagogie, à eux-mêmes, aux autres, au monde, que ça produit des effets qui sont effectivement des effets concrets, potentiellement même mesurables, qui s'inscrivent dans l'espace de ce qui était visé au départ. Et finalement, c'est ça l'impact. Donc, n'ayez pas peur de montrer que vous êtes utile. Ça n'est pas se trahir, c'est au contraire affirmer l'importance de ce que vous faites. Et pour avoir accompagné bureaucratiquement ce que vous faites depuis pratiquement 10 ans, moi j'en suis convaincu, je continuerai dans d'autres fonctions, avec d'autres casquettes, à porter ce langage, et j'espère que je continuerai à avoir l'occasion, au moins occasionnellement, de dialoguer avec vous sur tout cela. Merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir donné la parole. Je voudrais remercier la Bibliothèque nationale de France et puis l'UNESCO au nom de l'Université de Nantes et puis du Centre de recherche en éducation de Nantes, le CREN, où nous menons une recherche sur la philosophie et l'émancipation avec ma collègue Edwige Chirouté. Et je voulais vous remercier, vous le public, et puis les collègues, d'être là aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais également féliciter, permettez-moi de le faire, donc ma collègue Edwige Chirouter, qui est à l'origine largement de cette journée. Et je devrais dire, je pense que je peux dire, je devrais féliciter ma collègue Madame le professeur Edwige Chirouter, parce qu'elle vient d'être nommée professeure des universités.
Et je pense que cette nomination est largement méritée. Elle devrait bientôt être officielle. Donc le président de la République devrait bientôt, j'espère, donc valider ça, puisqu'elle elle donne une telle résonance à la philosophie avec les enfants dans son travail depuis de longues années, donc, et en particulier avec la chaire UNESCO. Donc merci Edwige. Merci à toi. Merci à toi. C'est à moi. Alors voilà. Je te dis pas merci, je suis émue, hein, c'est pas gentil. Hein, voilà. Non, 2 mots, enfin et merci. Voilà, donc enfin, bien sûr, d'être à nouveau réunis en présence, comme le disait John, mais quel plaisir, quel bonheur, effectivement, d'être devant des humains. Voilà. Pour cette journée, on a eu raison, je pense vraiment de la reporter pour qu'elle ne se déroule pas entièrement en ligne. Donc enfin, voilà, d'être ensemble aujourd'hui. Et puis merci, bien sûr, alors à toute l'équipe de la Bibliothèque nationale de France, de l'UNESCO, un merci hyper chaleureux à John qui a soutenu depuis le début aussi la philosophie avec les enfants, et l'Université de Nantes et le CREN, mon collègue Alain Patrick. Et je voudrais aussi remercier très chaleureusement Hartmut Rosa, qui a accepté de prendre le relais comme parrain de la chaire UNESCO après le décès de Michel Serres. Et ses travaux résonnent vraiment, c'est le cas de le dire, hein, je ferai la blague souvent, hein, voilà, avec les enjeux de la philosophie avec les enfants, et nous sommes vraiment extrêmement honorés de sa présence parmi nous pour clôturer la journée. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous. Bien, bonjour à tous. Je m'associe aux mots d'accueil de Fabien Plazanet, John Crowley, Alain Patrick Olivier et Edwige Chirauter pour vous souhaiter la bienvenue à la BNF pour cette journée d'études consacrée à la philosophie avec les enfants. Je suis Sylvie Colombani, je travaille au service philosophie de la Bibliothèque nationale de France. Je vais avoir le plaisir d'ouvrir la première table ronde de la matinée. Donc je remercie messieurs Plazanet et Crowley. J'invite donc nos collègues participants à la première table ronde à bien vouloir nous rejoindre.